Bonjour, bienvenue sur Idéos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous accueille aujourd'hui sur un salon dédié au parc de Carca et notamment la réflexion pour comprendre comment est organisé ce parc et quelles sont les questions que vous devriez vous poser pour visiter au mieux l'ensemble du parc de Carca si tel est votre souhait ou pour choisir de façon stratégique les lieux qui vous semblent incontournables et qui vous attirent. Pourquoi le parc de Kirka est-il plus compliqué que tout autre parc et surtout plus vite? C'est parce qu'il n'est absolument pas organisé de la même manière. Il est très vaste. Il est étiré sur plus de 120 kilomètres. Il est aussi complexe car il y a plusieurs entrées, mais ces entrées sont à distance l'une de l'autre de 10, 20, voire 30 kilomètres pour certaines. Ça signifie bien sûr qu'on ne va pas d'une entrée à l'autre sans avoir un moyen de transport autonome, donc une voiture. Rien n'est fait dans le parc pour connecter les diverses entrées. Donc, si vous n'avez pas de voiture, bien sûr, vous ne pourrez pas découvrir l'ensemble du parc tel que je vais vous le suggérer. Si vous avez envie d'approfondir votre visite, la location de voiture sera toujours un bon choix dans la mesure où elle vous ouvrira la possibilité d'une visite vraiment très différente de ce qu'offrent les chutes circulaires de Skradinsky Buk, bien que tout le monde vienne pour voir ces chutes-là en particulier. Il est important de se poser des questions sur l'organisation parce que le parc de Carca, compte tenu de cette organisation déjà plus complexe et des niveaux de difficulté qui peuvent varier à l'intérieur de chaque entrée, suppose une réflexion en amont. Quand vous allez choisir de le visiter, vous allez sûrement avoir à vous demander ce que vous avez envie de voir ou de faire à l'intérieur et donc comment agencer ces divers objectifs et les lieux que vous allez retenir. En fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors, je suppose que la lecture d'un article devrait vous permettre déjà de comprendre l'organisation, mais aussi ce qu'il faut comprendre et comment différencier les diverses possibilités de visite. Je vais essayer de vous montrer en gros déjà ce que vous devez intégrer. Alors, on va commencer par la compréhension générale. Le parc des Kirka a longtemps été très attractif à cause des chutes circulaires et de la possibilité qu'on avait de s'y baigner. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible et c'est tant mieux parce que ça permet de libérer en grande partie l'espace qui était assailli par les touristes et toute l'eau qui était envahie pendant l'été, notamment on avait des heures de queue pour arriver jusqu'à la passerelle et jusqu'à la plage ou pour trouver une place pour pouvoir se baigner, c'était insupportable. Donc maintenant qu'on n'a plus vraiment cela en mémoire, on se rend compte de l'avantage de la suppression de la baignade. Il se trouve que ça n'empêche pas de se baigner, mais dans d'autres lieux beaucoup moins spectaculaires, forcément, ça permet de se rafraîchir quand il fait très chaud et c'est aussi très bien. Il faut donc intégrer que si la baignade n'est plus votre priorité, vous avez peut-être deux questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce que vous avez envie ou pas de bénéficier d'un prix réduit pour entrer dans le parc? Alors, la solution de facilité, si vous avez une limite budgétaire que vous souhaitez payer donc un peu moins cher. Il faut arriver à partir de 16 heures dans le parc. Ça tombe bien, le parc, en fait, sera beaucoup plus calme. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour aller à partir de 16 heures. Vous avez largement le temps de découvrir, c'est-à-dire essayer de voir la chute circulaire, faire le tour du sentier. Ce sentier-là est très rapide à parcourir, il fait moins de 3 kilomètres. Donc, en fait, c'est une formalité. Vous pouvez même le faire 2 fois si vous voulez, le tour en 2 heures, sans problème, vous avez un aperçu de la chute circulaire. Vous pouvez ensuite reprendre le bateau si vous êtes venu depuis Stradine, puisque cette entrée-là, on vous y amène avec un bateau que vous prenez dans le port de Skradin. Et si vous avez choisi l'Ozovats, vous allez venir donc en bus avec des bus qui sont disponibles tous les quarts d'heure et qui vous amènent donc à l'entrée du parc et qui vous ramènent ensuite à la billetterie. Donc l'intérêt, c'est déjà d'identifier ces deux entrées principales qui sont souvent celles qui interrogent le plus. Quelle entrée choisir? Moi, je pense que c'est assez simple de comprendre la différence. Il y a un côté un peu ludique à prendre un bateau dans le port de Skradin. La traversée, en fait, se fait par un canal qui fait la jonction entre
la mer Adriatique et la rivière Kerka à travers la terre et vous allez pouvoir parcourir à peu près 25 minutes en bateau et de même pour le retour. Donc il y a 50 minutes en gros qui sont pour le trajet aller-retour et le reste du temps qui est à votre convenance. Donc vous pouvez bien sûr rester aussi longtemps que vous le voulez. Le parc finit, en fait ferme à 21:00, l'accès au public est quand même très long en été. C'est plutôt pratique d'avoir ces possibilités, mais en fait, il y a quand même une nuance, c'est-à-dire que la fermeture au public, c'est une chose, mais les accès au bateau, c'en est une autre. Donc le dernier départ, c'est 17:00 en très haute saison, donc vraiment en juillet et en août quand il y a le maximum de touristes. Donc il faut faire en sorte d'arriver évidemment à 16:00 ou à 17:00, dernier départ et donc le retour se fait à la demie de chaque heure, donc à partir de 18:30 ou 19:30, dernier retour. Mais je vous conseille plutôt 16:00, hein. Comme ça, on est assuré d'avoir les bateaux parce que souvent, s'il n'y a pas le nombre de touristes nécessaires pour remplir, ils vont privilégier vraiment le dernier accès à 16:00. Donc celui-là, il est garanti. Donc une arrivée à 16:00, ça permet de payer 30 moins cher le prix de son billet. Ça, c'est vraiment la perspective de découvrir Kerka de façon très classique, basique. C'est pas un problème en fait et comme on a payé moins cher, ça peut être une certaine manière un peu futée de visiter. C'est aussi beaucoup plus tranquille puisque l'essentiel des touristes, vous vous en doutez, seront déjà passés entre 10:00 et 15:00 puisqu'ils se concentrent tous à cette période-là. Donc vous n'aurez plus du tout les problématiques d'affluence et vous pourrez profiter sans difficulté. Alors bien sûr, quand on fait ce choix-là, on va quand même passer à côté d'une grande partie du parc. C'est pourquoi j'ai vraiment décidé de faire ce podcast et que j'en ai fait déjà beaucoup, pour vous montrer tout ce qu'il y a à voir que vous n'imaginez peut-être pas et qui me semble incontournable. Et là donc, si vous avez choisi de découvrir le parc de façon approfondie, il est très important de se demander: combien de temps avez-vous à disposition? Alors quand on parle d'une journée, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend à quelle heure on la débute, jusqu'à quelle heure on a l'intention de faire des visites ou des randonnées et donc c'est très important de définir ces paramètres dès le début. Si on part du principe que vous acceptez une journée complète, c'est-à-dire de 8:00 du matin jusqu'à 20:00, vous allez donc pouvoir réfléchir à une organisation pour voir l'ensemble des sites que je vais essayer de vous montrer et pour les plus courageux, faire aussi les choix de randonnée les plus pertinents, mais qui sont aussi plus exigeants. C'est donc important déjà de commencer par là. Si vous avez 7-8 heures à disposition, vous allez être amené à faire donc des choix de sites qui ne seront pas nécessairement les mêmes selon vos objectifs de visite. Si vous êtes plutôt randonnée ou si vous ne voulez justement pas faire d'efforts, mais que vous voulez quand même profiter des super points de vue et aller chercher les sites en question. Dans tous les cas, c'est important de commencer par le temps que vous acceptez de consacrer. Ensuite, en termes de niveau de sportivité, il faut toujours repenser à sa capacité évidemment à marcher dans la nature, sachant qu'il y a des sentiers, qui sont très, très balisés, d'autres qui sont beaucoup plus aventure et d'autres qui sont vraiment exigeants. Ensuite, il faut aussi savoir qu'en été et ça c'est une réalité, malheureusement que chaque année on va devoir affronter, il fait extrêmement chaud dans cette région, donc on est à des ressentis qui sont autour de 30 très tôt le matin, à partir de 10:00-10:30, hein. On a le sentiment de canicule. Alors comme il fait encore plus chaud parfois qu'on a des 35 réels, au cours de la journée, c'est du 35-40 en ressenti, on a vraiment le sentiment d'être épuisé par la chaleur et on ne va pas pouvoir courir comme on le ferait hors saison quand tout est possible évidemment, qu'il ne fait pas assez, chaud pour se poser la question et qu'on n'a pas donc à choisir à cause des efforts à fournir, parce qu'il faut toujours être raisonnable. Toutefois, si on s'organise de manière un peu stratégique pour essayer d'apprécier l'ensemble du parc, on peut éviter bien sûr les moments critiques où la chaleur est trop forte par rapport à certaines difficultés qui sont proposées. Et on peut aussi trouver des petits moments de détente comme la baignade dans les chutes que je vais vous indiquer et finalement se rafraîchir, ça fait toujours du bien, se poser un peu. Et donc l'important, c'est vraiment d'évaluer ses priorités en termes de capacité à marcher donc et à avoir
des choix qui vont être raisonnables par rapport à son état et à la météo à laquelle on a affaire. Donc il faut partir du principe qu'on aura quand même globalement très chaud en été. Le problème ne se pose vraiment pas au mois de mai, à moins qu'il pleuve et qu'à ce moment-là, malheureusement, ce sont d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais sinon, c'est vrai qu'en septembre, la chaleur reste assez forte également très longtemps dans le mois. C'est à prendre en considération, mais rien n'est pire que les mois de juillet, août, même des fois juin, parce que l'an dernier, on a eu du 40 degrés en juin. C'était assez historique visiblement, mais c'est une réalité. Les années, malheureusement, nous ont montré que c'est toujours de plus en plus chaud en Croatie, avec aussi les feux, hélas, qui vont avec. Donc, ces questions-là, quand vous les avez posées, donc déterminer le nombre de kilomètres que vous allez parcourir, c'est assez simple aussi, parce que cette question de l'effort que vous allez fournir, elle est associée aux kilomètres qu'il faut faire dans le parc. Donc, en fait, le premier circuit dont on a parlé là, le classique autour des chutes circulaires, il est de 3 kilomètres environ. Donc, c'est vraiment rien du tout. Si vous venez en bateau ou si vous venez en bus et qu'on vous amène directement à l'entrée, il n'y a vraiment pas d'effort. Si vous faites une petite descente pour ne pas prendre le bus, vous avez 1 kilomètre de plus. Finalement, ce n'est pas énorme non plus. Quand on va ajouter les autres potentielles visites, vous allez vous rendre compte que rapidement, ça va changer la donne. Si vous voulez faire une visite, on va dire, classique, dans le sens où il n'y a pas trop d'efforts à faire, mais que vous voulez aller dans chacune des entrées accessibles, il faut compter environ 10-12 kilomètres, ce qui est vraiment raisonnable encore, hein, tout réparti sur une journée. Ça signifie qu'on ne va pas faire de randonnée nécessairement au-delà de 2-3 kilomètres par zone et que parfois même on va faire simplement une petite marche pour rejoindre un belvédère pour avoir un point de vue général, mais pas de rando au sens strict. Si bien sûr vous décidez de faire de la randonnée avec un peu plus d'exigence, que vous avez envie de grimper beaucoup de marches pour avoir des points de vue panoramiques sur Roche Kislev par exemple, ou que vous voulez descendre au pied des chutes de Manojlovac que je vais vous montrer, alors là évidemment on va immédiatement hisser le niveau. On est donc de 10 kilomètres environ, comme je viens de l'indiquer en version simple, à une version amateur qui est autour de 16-18 kilomètres. Alors, ce n'est pas non plus de quoi avoir peur si on est marcheur, parce que toutes les difficultés ne vont pas se valoir, mais forcément, comme elles sont réparties sur la journée, elles sont lissées, il faut se déplacer avec la voiture de l'une à l'autre. Ce n'est pas non plus comme si on enchaînait dans une randonnée longue. Donc, il y a aussi des moments de pause potentiels qui peuvent être appréciables. Je pense que l'effort n'est pas le même, mais il reste toujours plus conséquent. Et donc, si on fait la randonnée la plus exigeante, qui fait à elle seule déjà 8 km et demi, et qu'on ajoute toutes les randonnées possibles, donc les plus compliquées, on est autour de 20-22 km. Et là, déjà, ça ne s'adresse plus à tout le monde parce que la randonnée va beaucoup grimper du côté de Roche-Kisla, donc on est dans un certain niveau de difficulté et à ce moment-là, on s'organise absolument pour débuter par la rando la plus compliquée, forcément pour que le matin, on ne souffre pas autant que le reste de la journée de la chaleur. Alors, je vais vous montrer déjà concrètement un peu à quoi ça ressemble. Et donc, comme vous l'avez compris, une fois que vous avez évalué le temps disponible que vous avez et les difficultés et le nombre de kilomètres que vous êtes prêt à faire dans le parc, il est très important d'ajouter les kilomètres que vous allez parcourir en voiture. Et donc là, on est à 2 heures à 3 heures, puisqu'il faut faire le tour des entrées. Et comme les routes sont des petites routes sinueuses qui vous permettent de voir l'intérieur des terres, donc c'est très sympa, mais qui ne sont donc pas rapides, vous devez prendre vraiment en compte ce nombre de kilomètres à peu près. Le tour du parc représente 120-130 kilomètres selon les routes, si vous ne perdez pas. Euh, Parce que ça arrive malheureusement que rien ne soit indiqué ou qu'on se pomme, même avec les GPS, ils peuvent induire en erreur. Donc, si vous devez rajouter 2 à 3 heures, on va partir du principe qu'on ajoute 3 heures, comme ça, on part à tous les événements. Donc, 3 heures plus le temps
dans chaque zone que vous devez visiter, vous comprenez bien qu'il faut vraiment organiser de façon très structurée sa visite de Carca. Si vous avez donc décidé de faire une visite classique parce que vous avez peut-être des enfants, que vous êtes, marcheur mais modéré, que, bah, la chaleur, c'est quand même quelque chose que vous craignez, mais que vous voulez voir un peu l'ensemble des entrées, voilà donc ce que je vais vous recommander. Vous avez l'ensemble des questions sur le site Ideos, sur un article que j'ai écrit justement pour donner des modèles de circuits en un jour dans le parc de Carca. Bon, l'important, c'est vraiment de répondre à ces questions de manière, sérieuse, sans surévaluer ni ses capacités, ni ses envies. Il vaut mieux toujours se dire que on va avoir sûrement des difficultés à gérer, peut-être aussi, l'envie de se poser de temps en temps et il faut que tout ça bien rentre dans, l'ensemble de votre journée pour être sûr que vous voyez bien sûr les attractions principales, la chute circulaire, comme clou du spectacle à la fin de la journée, c'est ce que je recommande toujours. Parce que dans le fond, c'est assez logique de terminer par le plus beau, même si vous vous rendrez compte que beaucoup d'autres sites insoupçonnés étaient magnifiques aussi. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble en termes de questionnement. Donc le niveau facile, on passe puisque c'est simplement le tour des chutes circulaires, on n'est pas là pour ça. Le niveau 1, donc, c'est la volonté d'aller donc autour de 7,5 km à 10 kilomètres. Alors bon, en gros, c'est parce qu'on évalue aussi le temps pour aller rechercher sa voiture à chaque fois qu'on l'a posée dans les parkings. Donc ça, c'est le circuit de randonnée au sens strict, en fait, quand on ajoute un peu tous les kilomètres que vous allez parcourir dans le parc. Mais en réalité, c'est toujours un peu plus. Donc là, je sais pas, on est entre 8 et 10 kilomètres. Ici, donc, c'est plutôt 14-16 et donc ici, on est à 22 ou plus. Donc le circuit, le plus facile, on va dire, consiste à se rendre du côté de Roskilde, par exemple, pour découvrir l'ensemble rocheux de cette entrée qui est peu connue. Si vous commencez par là, il est inutile de réserver à l'avance parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire la réservation des billets et beaucoup le font et se contraignent très inutilement en devant choisir une heure d'entrée et donc supposer une heure de départ pour prendre le bateau pour être assuré que les transports ne soient pas complètement envahis et qu'on fasse la queue. Donc, ils demandent un peu comme à Plivitsé de faire un choix d'heure d'entrée et donc d'heure de sortie puisqu'ils évaluent que au bout de 1 heure et demie ou 2 heures, vous avez fait le tour qu'il fallait faire, hein. Donc, vous pouvez bien sûr rester plus longtemps, mais théoriquement, vous êtes supposé respecter pour pouvoir fluidifier les accès pour éviter d'avoir de l'attente pour prendre le bateau. Donc, ils programment en fait que des personnes vont rentrer à 1 heure et vont sortir à 1 autre. C'est pourquoi je recommande de ne pas réserver, puisque d'abord, ce n'est pas obligatoire et que ça ne fait que vous contraindre. Quand vous rentrez par l'entrée de Roche-qui-Slap, ben, vous allez être assez peu nombreux à faire ce choix. Donc, en soi, il suffit de se présenter et d'acheter son billet. Ça prend quelques minutes. Donc, à partir de là, on est opérationnel pour la visite de Roche-qui-Snap. Et dans cette zone-là que je vais vous montrer plus en détail, vous allez faire une randonnée basique, c'est-à-dire vraiment le plus simple qu'il y a. C'est environ 2,5 km pour vous rendre du côté des chutes d'Ogre-Litsé. Donc l'intérêt en fait de cette zone, c'est d'aller voir des petites chutes, de voir un peu la rivière qui a un aspect très différent, beaucoup moins tourmenté que celui des chutes circulaires, et donc avoir un environnement très rocailleux. Les roches qui se lapent, c'est vraiment le terme. Et vous pouvez découvrir donc également un musée ethnologique qui a été donc aménagé dans d'anciens moulins à eau. Et vous avez la possibilité de vous restaurer dans des coins très typiques. Il y a un restaurant extrêmement connu qui permet de manger même les pieds dans l'eau. Il y a des tables aménagées dans des cascades et vous pouvez vous baigner ici. Donc, c'est très sympa. Si c'est l'objectif que vous avez, donc le matin, vous allez pouvoir profiter de cet environnement. Et après la visite de Roskilde, donc qui prend environ 2 heures, hein, en étant tranquille, 2h30, donc si vous voulez vous restaurer, vous allez pouvoir prendre la direction d'un lieu qui n'est pas une entrée, mais qui est un lieu-dit qui correspond donc au belvédère de Rogovo. Et là aussi, je vais essayer de vous montrer. Donc, voilà un peu à quoi ça va ressembler.
Donc le belvédère de Rogovo, c'est un sentier à travers la nature. Alors c'est assez difficile, de se repérer en fait par rapport à la carte. Rogovo n'étant pas une entrée, il n'y a pas forcément beaucoup de panneaux d'indication, mais le belvédère de Rogovo dans un GPS va être identifié. Vous allez trouver une espèce de parking aménagé, où on peut déposer sa voiture, où on va à travers champs donc pour rejoindre un peu les hauteurs et après, sur la fin de votre sentier de 2,5 km, vous allez pouvoir, avec une petite ascension, atteindre le belvédère et voir le point de vue. L'objectif, c'est de voir le bras de la rivière et d'apercevoir le beau petit monastère qui est sur une île qu'on voit au milieu de la rivière, hein. C'est un monastère catholique qui a été édifié, qui a été attaqué d'ailleurs pendant les invasions des Ottomans. Donc ça, c'est l'objectif. Vous voyez un peu à quoi ressemble le sentier. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Il y a environ 2,5 km. En gros, quand on a découvert tout ça, on est grosso modo à 7,5 km entre cette distance-là, celle que vous avez fait donc à l'intérieur de Roche-Kislap, les 2,5 km, 3 km qui vont vous attendre du côté des chutes circulaires et vous rajouterez peut-être un peu de marche, mais c'est même pas 1 kilomètre, hein, pour aller du côté du belvédère. Vous voyez qu'on est entre 8-9 km, éventuellement jusqu'à 10. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les très sympa, il n'y a pas de difficulté notable, même avec des enfants, c'est tout à fait possible et c'est très joli. Donc là, on est dans une visite très simple. Roche Kislap, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce sont les chutes de Glitze que vous êtes supposé découvrir. Donc, les chutes Rogovo, Glitze et ici Roche Kislap. Et donc, on va quitter le parc. En fait, il y a un sentier qui oblige à sortir de l'entrée pour emprunter donc le fameux sentier de Orglitze et rejoindre cette zone-là, faire des photos, donc se rapprocher des chutes le plus possible et apprécier le paysage. Donc une fois que vous avez découvert cette zone, vous avez la possibilité de rejoindre les autres accès, donc à l'intérieur des terres. Et donc je suis désolée parce que je ne vous ai pas montré, ce n'était pas du tout pertinent. Je ne vous ai pas montré la carte de l'organisation des entrées, donc je vais me rattraper. Je le ferai à la fin, si vous permettez, pour que vous voyez un peu les divers sites dont on aura parlé justement. Et donc là, on est supposé aller vers le nord dans le parc, dans les terres, encore plus en profondeur. Vous allez avoir une entrée qui s'appelle Kistanier, ça correspond à un petit village en fait. Et il y a un monastère appelé monastère Karka, qui est le monastère serbe orthodoxe visitable. Donc là aussi, on peut intégrer à la fois une visite culturelle religieuse et se promener autour du monastère qui est très joli. Quand on a donc fait cet et finalement point qui nous reste à voir avant de rejoindre les chutes circulaires, c'est le panorama des chutes de Mainoj-Lovac. Je vous conseille vraiment de regarder mon article avec tout le détail et les noms croates qui évitent de se perdre, hein, par rapport à certains GPS qui vont vous mener peut-être un peu n'importe où et qui vont même créer peut-être des soucis parce que vous risquez d'arriver dans des zones blanches où vous n'avez plus rien et que si vous êtes paumé et qu'il n'y a pas un chat, c'est pas si évident pour retrouver son chemin. Donc, vous avez toutes les infos sur l'article, hein. Donc, vous voyez ici, vous avez toutes les données GPS. Donc, en fait, c'est une étape qui peut être une formalité pour admirer donc les chutes de Manoj-Lovac depuis un belvédère qui a été aménagé avec des longues vues. Vous pouvez faire des photos. Là aussi, on dépose sa voiture dans un parking et on rejoint avec un tout petit peu de marche sans difficulté le belvédère et on a le point de vue et on profite, hein, on peut vraiment voir des jolies choses. Si évidemment, vous avez envie d'ajouter une petite possibilité de visite supplémentaire, il y a une autre chute qui s'appelle Biluzitska Buk et qui donc se trouve à 5 km environ. Donc on reprend la voiture, on va la poser à proximité dans là aussi une petite zone aménagée
Et donc, à travers forêt, vous allez rejoindre les 400 mètres de sentier vous permettent de parcourir donc cette nature complètement sauvage et rejoindre la chute de Bilouzizkabou que vous pouvez voir ici. Et pour certains qui sont plus audacieux, on peut se rafraîchir ici, même si c'est toujours mieux de le faire dans celles de Manojlovac parce qu'elles sont beaucoup plus impressionnantes. Là, on est quand même bien paumé. Donc, si vous aimez un peu la nature, et le côté aventure, c'est sympa. C'est pas craintif, mais il faut savoir que pour les personnes qui sont peut-être pas habituées à la rando, ou qui sont un peu plus peureuses, c'est sûr qu'on a un peu quand même l'impression d'être au milieu de nulle part. Donc, c'est pas dangereux, mais il faut savoir qu'on n'aura pas nécessairement grand monde qui va pouvoir nous aider ou tout ça. Donc il faut l'avoir en tête, hein. Si on n'est pas du genre aventurier, on évite, hein, parce que ça reste quand même des petites destinations en soi, donc c'est même pas de la rando, mais c'est situé dans des zones très peu fréquentées, même par les autres touristes, en fait. Donc une fois qu'on a découvert, on peut rajouter, mais là, c'est vraiment optionnel parce que le temps passe vite, le site de Bournoum, qui est un site donc antique, un ancien camp militaire romain dont on voit les vestiges. Il y a également un musée à visiter si vous le souhaitez et dont vous pouvez au moins faire les photos si ça vous dit. C'est donc dans ce périmètre-là. Toujours, vous l'avez compris, vous prenez votre voiture pour vous rendre dans le parking aménagé le plus proche de chaque point d'intérêt. Quand on parle des entrées, type Kistanier ou à Pouliané pour Manojlovac, il faut bien comprendre que c'est pas comme si on se posait à une entrée comme à Plivice, entrée 1, entrée 2, qu'on va accéder au parc et que là, tout est accessible. Non, c'est pas du tout comme ça. En fait, ce sont des espaces assez vastes, hein, dans lesquels donc on accède avec la voiture, où il y a des zones aménagées pour se poser et donc, une fois qu'on a déposé sa voiture, on va aller en marchant à la découverte des divers sites qui nous intéressent. C'est pourquoi il faut les sélectionner à l'avance pour savoir exactement ce qu'on veut voir ou ce qu'on veut faire. Bon, on termine le meilleur pour la fin, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait environ 60 kilomètres, 60-70 kilomètres pour accéder jusqu'à Manojlovac depuis le littoral, vous allez être donc ramené à proximité de Šibenik pour aller soit à Lozovac, soit à Skradin pour prendre le bateau et découvrir les chutes circulaires et en faire le tour. Donc ça, c'est le circuit le plus basique, hein, que vous pouvez faire en étant plus exigeant, c'est-à-dire ne pas faire trop d'efforts, rester dans quelque chose de sympa, d'accessible un peu pour tout le monde, même avec des enfants. Ça n'est pas trop difficile d'aller sur une journée dans ces divers lieux. Bien sûr, si vous avez envie d'aller au-delà, bah voilà, c'est là qu'on se pose les questions. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que je viens d'indiquer, qu'est-ce qu'il est possible de faire et de voir? Bah, vous allez vous rendre compte que vous pouvez, à l'intérieur de Roche Kislap, avoir des points de vue panoramiques, donc qui vont vous amener à la fois du côté des chutes d'Orglitz, mais aussi vers les mini cascades qui se succèdent dans de la rivière et vers une grotte qui est un peu au sommet de Roche Kisnap et qui vous permet donc de découvrir la vie des hommes de Néandertal puisqu'elle était peuplée à cette période. Elle a été aménagée pour que vous compreniez un peu comment ça se passait à l'époque. Donc les enfants aiment bien ça, la préhistoire, ça marche toujours. Donc ça signifie que quand vous allez aller du côté de Roche Kisnap, vous devez intégrer une difficulté supplémentaire, ce sont des marches à gravir qui sont au nombre de 516. Et là, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que c'est quand même les marches qui sont plus difficiles que la randonnée classique. Donc, vous pouvez commencer par les marches, puis continuer par la randonnée jusqu'au site d'Oglitz et ensuite, donc, vous restaurez dans le restaurant les pieds dans l'eau. Ça peut être très, très sympa. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Signifie que vous êtes, grosso modo, entre 8 heures et midi dans cet environnement-là et que vous intégrez éventuellement le belvédère de Rogovo qui prend à peu près 1 heure de plus. Donc, vous quittez la zone aux alentours de 13 heures. Et c'est important de rester vraiment bien concentré sur les temps de trajet parce qu'entre les temps de circulation, puis donc le fait de revenir pour entrer de façon satisfaisante à Skradin ou
à l'Ozovat, ben, il faut bien, bien vérifier qu'on est dans les temps. Voilà un peu à quoi vont ressembler les marches. Alors, du coup, ça, c'est plutôt l'entrée par Schradine pour le bateau. Voilà. Ah, excusez-moi, parce que ça ne s'affiche pas super bien. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc, voilà les marches, hein. Alors, c'est pas spécialement difficile, mais c'est sûr qu'à un moment, on a des possibilités de puzzle. On n'est pas obligé d'aller au sommet, mais si on l'atteint, on aura les plus beaux points de vue, ça va sans dire. Donc, la possibilité de visiter la grotte. Et donc, tout cela, c'est un peu le complément intéressant pour apporter un aspect culturel, préhistorique en l'occurrence. La grotte, elle n'est pas exceptionnelle, elle se visite très rapidement, mais bah, ça peut être quand même un élément sympa. Donc évidemment, plus vous visitez, plus vous avez besoin de temps. Et en fonction des choix que vous aurez faits, vous allez programmer votre journée. Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer à 8 heures comme je vous l'ai indiqué, c'est simplement que j'ai pris la base. 8 heures, c'est l'ouverture de billetterie pour prendre le billet. Après, si vous n'avez pas votre billet, vous pouvez commencer avant, à 7 heures, par exemple, avec Rogovo, puisqu'il n'y a pas besoin de billet pour accéder au belvédère. Donc, si vous êtes vraiment très, très matinal, c'est au top, hein. Vous commencez par le belvédère, vous continuez par Roche-Kislope. En fonction de ce que vous allez visiter, vous allez pouvoir donc découvrir ces panoramas. Je pense que vous voyez quand même sur les photos que ça vaut la peine, hein, parce que c'est extrêmement vert, avec un écosystème beaucoup plus complet et complexe qu'on l'imagine. Donc, voilà ce que vous pouvez voir. Ensuite, donc, vous prenez la direction du monastère. Alors, à savoir que l'an dernier, donc, je n'ai pas vérifié cette année parce que chaque année, ça change. Donc, je préfère pas trop chercher à m'informer, vu qu'en ce moment, ils sont en hibernation, ils ne vont pas répondre. Je tiendrai au courant s'il y a des évolutions. Mais l'an dernier, donc, le monastère était payant en supplément. Donc, pour le visiter, il fallait payer 5 € de plus. Donc, à vous de voir si vous le jugez nécessaire ou pas. Donc, ça peut libérer du temps. Par contre, je vous conseille quand même d'y passer parce que l'environnement est très joli. Même si vous ne devez pas visiter l'intérieur, vous verrez que la zone de la rivière est encore complètement différente. Et donc, tout cet environnement très reposant, ça reste aussi très agréable à visiter. Donc ensuite, on prend la direction de Mainau-Lovat. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que depuis le belvédère, on allait avoir le point de vue sur le canyon, enfin une toute petite partie du canyon, et donc sur les chutes de Mainau-Lovat. Et on devine un peu l'ensemble du canyon et des cascades. Si vous êtes du genre un peu plus courageux, vous allez pouvoir aller carrément au pied des chutes. Et là, c'est spectaculaire. On est à 59 mètres de hauteur avec une puissance phénoménale. Déjà, le bruit très imposant, ça va vous permettre de prendre conscience de ce qu'est donc cet environnement. Et donc, en plus, si vous avez envie de vous y rafraîchir, même si, je sais, hein, je ne suis pas du tout à vous conseiller d'enfreindre les règles du parc, Heu, il est indiqué que les zones donc sont interdites à la baignade, mais en fait, c'est possible de se rafraîchir dans ces zones-là parce qu'il y a très, très peu de personnes qui sont présentes. Et l'objectif, c'était d'éviter surtout que les personnes qui allaient du côté des chutes circulaires, avec toute leur crème qui polluait beaucoup l'environnement de la rivière, continuent à le faire, voilà, sans se soucier forcément de tous les dégâts que ça causait et donc aussi toutes les nuisances liées à l'irrespect de certains qui restaient trop longtemps, ce qui frustrait ceux qui attendaient pour avoir une place. Donc en fait, c'est plutôt sur ce plan-là qu'ils ont supprimé les baignades. C'est pas non plus parce que la rivière dans les chutes où personne ne va est en danger. Donc en soi, même si il faut essayer de respecter les réglementations, je sais que ça ne choque pas non plus. Même les autorités du parc savent que quand on a fait de la rando qui fait extrêmement chaud, c'est très agréable de pouvoir se rafraîchir. Après, sachez que vous allez sûrement être un peu seul. Donc, il ne faut pas avoir trop peur de se retrouver en cas de problème, évidemment, c'est à vos risques et périls. En soi, il n'y a pas de danger puisque le sentier a été aménagé. Donc, depuis les hauteurs, vous voyez, vous avez un serpentin, 2 kilomètres pour arriver donc au pied des chutes. Alors, pour la descente, c'est super simple. Pour la remontée, c'est un peu plus rude. Mais comme vous avez profité des chutes, que vous êtes baigné, vous allez sûrement
avoir apprécié l'effort, hein. Donc, je vous conseille vraiment de le faire parce que comme ça, vous allez en prendre encore plus plein la vue et avoir plaisir, je pense, à vous rafraîchir. C'est là que qu'on prend le plus plaisir à le faire, hein. C'est sûr que du côté de Roche Kislap, ils ont aménagé une zone de plage, mais c'est, très calme. La rivière n'a pas d'intérêt en soi, si ce n'est pour, vraiment, se rafraîchir parce qu'il fait trop chaud. Alors que là, on est complètement sous les chutes. Donc en plus, c'est comme des piscines naturelles, donc en soi, il y a pas vraiment de danger. En tout cas, il y en a presque moins qu'à Bilouzid Cabouk qui est profond, même si ça semble pas comme ça visuellement être le cas. C'est plus problématique d'accéder à la zone de Bilouzid Cabouk pour se rafraîchir que à ces chutes-là. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc une fois que vous avez découvert tout cet environnement, il faut compter environ donc 1 heure, 1 h 30 selon le niveau de sportivité et de baignade pour découvrir Aman Levat et donc ensuite on peut aller rejoindre Belouzizka Bouk donc c'est une dizaine de minutes pour trouver le site, après, 10 petites minutes aussi pour parcourir la nature, pour profiter, des photos de l'environnement et donc on quitte pour rejoindre Skradin ou pour aller du côté de Lozovat. Alors selon, le choix que vous aurez fait, bah, bien sûr, si vous devez rentrer en bateau depuis Skradin, vous allez vraiment devoir être toujours à regarder votre montre pour être sûr de prendre le bateau à 16 heures, parce qu'il ne s'agit pas juste de se dire: «Bon, il faut être à Skradin», non, il faut vous être garé, être dans la file, prendre le bateau qui part vraiment à 16 heures. Donc ça suppose qu'entre 15 heures et 15 h 30, vous êtes déjà dans la zone de Skradin, ce qui fait que vous avez quand même dû beaucoup, beaucoup activer pour être sûr de prendre ce bateau de 16 heures. S'il y a un bateau à 17 heures, c'est à vous de demander donc du côté du parc, ça sera beaucoup plus confortable, mais ben, il faut donc à partir de 16 h 30 environ être déjà dans le village, s'être garé et rejoindre donc le port pour prendre le bateau. Donc si vous ne voulez pas être contraint, le mieux, c'est l'Ozovat. Bon, certes, pas de visite en bateau, c'est pas non plus le seul, clou du spectacle, hein. Vous allez rentrer avec le bus, vous allez découvrir le sentier et que vous dépendiez ou pas du bus n'est pas un problème puisqu'il y a un sentier intérieur qui vous permet d'éviter le bus si vous souhaitez. Donc en soi, c'est plus simple, même quand on a pris du retard. La seule frustration qui risquerait d'y avoir, c'est de ne pas pouvoir rentrer par Skradin avec le bateau. Mais ce n'est pas non plus l'attraction du siècle. Donc c'est pas grave, a priori. Si vous avez vu tout le reste, je pense que ça fera très bien l'affaire. Vous serez ravis d'avoir vu le parc de façon plus approfondie. Donc, vous faites le tour des chutes circulaires et vous allez soit reprendre le bateau, soit donc le bus une fois que vous avez fait l'ensemble de vos visites. Donc, pour les plus expérimentés, mais là, ça suppose vraiment une réflexion pour l'ensemble du circuit. On est à 22-25 km pour une journée. Moi, je considère que quand on est des gros randonneurs, on a envie de prendre vraiment son temps, voir peut-être encore d'autres choses qui ne sont pas indiquées dans cet article, mais qui existent. Et à ce moment-là, mieux vaut investir dans quelque chose qui est très chouette. C'est la carte des amis de Carca qui coûte 50 € et qui vous permet pendant 1 an d'accéder au parc de façon illimitée. Ce qui signifie que pendant votre séjour, vous pouvez revenir autant que vous le souhaitez dans le parc. Et plutôt que de faire les 22 kilomètres comme des fanatiques, bah, vous allez prendre cette carte. C'est 10 € de plus, certes, mais c'est un accès pour 1 an. Même si vous n'en profitez que pendant la durée de votre séjour, ça sera sûrement très appréciable. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir organiser vos randonnées de manière à faire tous les kilomètres sur plusieurs jours, avec vraiment l'envie d'aller au cœur des sites, de mieux les apprécier et de voir encore plein de choses dont je n'ai pas parlé ici, mais qui font, alors là, du coup, les trésors vraiment cachés, très aventure pour les randonneurs qui aiment le côté, balade dans des zones où on se retrouve complètement seul, où on va dénicher une ancienne usine hydraulique,
Il y a également des cascades, des zones très peu connues ou pas du tout même, de grottes, hein. Donc ça, c'est pour les personnes vraiment en recherche de randonnée typiques de cette région, mais qui sont très demandeurs d'expériences de ce type. Et puis donc, du côté de Roche Kisnap, on est dans un sentier de 8,5 km. Il faut faire un peu de grimpette, il faut s'éloigner de la rivière pour avoir des points de vue encore plus spectaculaires. Donc, vous voyez que peut-être tout le monde dans le groupe, en tout cas, n'est pas disposé à ce genre de randonnée un peu trop difficile. Mais dans tous les cas, je pense que ça vous donne un point de vue un peu varié sur l'ensemble des possibilités de ce parc de Carca, beaucoup trop méconnu. Ici, vous avez un aspect des routes, vous voyez, qui sont quand même tortueuses. Quand je vous dis qu'elles sont étroites et tortueuses, ben là, on en a un petit aperçu, hein, même s'il est limité. Tout ça pour dire que le temps, évidemment, de trajet, plus tout celui qui consiste à aller d'une zone à l'autre, de ne pas trop se perdre, et de découvrir l'ensemble des attractions, cela prend vraiment votre journée. Donc maintenant que j'ai un peu fait le tour, bah, je vous laisse poser vos questions puisque je pense que j'ai essayé d'aborder l'ensemble. Alors je vais revenir quand même à la carte pour que vous voyez comment est organisé le parc et pour que vous ayez donc bien conscience des entrées. Donc nous avons parlé des 2 entrées principales, Lozovac et Skradin. Les différences qui sont importantes par Lozovac, on est dans les terres, on accède avec un bus. Avec, le port de Skradin, on va poser sa voiture, le parking est payant, c'est une différence, hein. À Skradin, c'est payant alors qu'à Lozovac, c'est gratuit. Donc à Skradin, on va prendre le bateau, se rendre donc à Heurplaine avec le bateau dans le parc et revenir donc au demi de chaque heure. Ensuite, donc Roskilde, qui est à 20 km de Skradin, donc environ une trentaine de minutes vu les routes. Donc ensuite, le sentier de Stinica, c'est le sentier pédagogique de 8,5 km avec également un accès de parking puisque maintenant ils ont mis un parking pour ceux qui voudraient commencer par Stinica et pas par Roskilde. Et dans tous les cas, bon, voilà, c'est le même environnement. Le belvédère de Rogovo, c'est à proximité de Roskilde. Donc là aussi, vous prenez votre voiture et vous êtes à un peu moins de 7 km de Roskilde pour ce belvédère. Donc Kistanier, c'est la zone du village du même nom et donc le monastère qu'on va découvrir. On a la possibilité aussi de découvrir le canyon avec des randonnées. C'est pourquoi je vous dis que si on est randonneur, on a de quoi faire et de quoi voir avec 2 super randos, celle de la forteresse de Trozen et celle de Neschven qui est juste en face et qui vous permet donc de découvrir l'ensemble du canyon. Là, il n'y a pas les photos parce que en une journée, ce n'est pas faisable. Mais pour le détail du parc, puisqu'il y a plusieurs articles sur Ideos, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'au moins, on voit tout le canyon, la rivière et tout, avec les 2 forteresses qui se font face. Et donc, ça, c'est dans les possibilités. Voilà à quoi ça ressemble pour l'organisation. Ici, donc, Skradin sur la mer, à 20 km environ de Šibenik. Lozovac également dans les terres, à 20 km aussi de Šibenik qui est ici. Et donc ici, vous avez Rostislav, ici Roupé qui correspond au belvédère de Rogovo. Bon, c'est à côté de Roupé, donc avant d'arriver à Rostislav. Ici, donc, Stinitsa, c'est l'autre entrée alternative pour découvrir le sentier de Stinitsa de 8,5 km dans la zone de Roskilde. Et donc là, Kistanier, le village, les diverses attractions, le monastère des Kerka, la forteresse de Trozen. En face, vous avez Nesven ici et Bogoshin qu'on ne voit pas depuis ici, mais qu'on va pouvoir voir depuis les environs ici du monastère de Kerka. Et donc, ce sont des forteresses qui ont été édifiées sur la rivière. Parce que je le rappelle, c'était une zone que se disputaient les 3 grandes puissances de la région, l'Empire Habsbourg, donc austro-hongrois, qui était au nord de la Croatie, la République de Venise qui régnait sur l'Adriatique, et donc
l'Empire ottoman qui était en Bosnie-Herzégovine et qui assaillait le territoire croate pour essayer d'augmenter son influence et ses gains territoriaux. Donc, c'est une zone qui a été ravagée pendant des siècles, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'attaques des Ottomans et donc de tentatives de les repousser. Il y a donc un ensemble exceptionnel d'influences culturelles historiques, puisqu'il y avait des Serbes depuis le XVe siècle, qui donc, malheureusement, avec la guerre de Croatie, donc, ont été amenés à partir momentanément, mais le monastère serbe orthodoxe est aujourd'hui réoccupé depuis 1998. Donc, cette influence orthodoxe, l'influence croate avec le monastère de Vizovac, et donc, il y a même des influences ottomanes, enfin musulmanes, donc, dans la zone de Dreniš qui est ici. Donc, on est souvent surpris de voir la richesse historique que révèle le parc, puisque la rivière Carca servit de ligne de démarcation entre ces diverses puissances et tout le monde se l'a disputé. Donc, en fait, les forteresses établies sur les hauteurs marquaient cette zone frontière. L'une de celles que vous pouvez voir très facilement, c'est Kljušica, ici. Donc, elle est à proximité de Lozovac. Donc, si vous ne l'avez pas vue sur le trajet en revenant donc depuis Manojlovac ici, que vous n'avez pas fait le petit passage par Kljušica, sur le retour, vous pouvez le faire en sortant. Elle est donc une dizaine de kilomètres environ, hein. Si vous devez reprendre l'autoroute, de toute façon, vous allez la prendre du côté de Dreniš, donc il va falloir passer par là. Ici, vous avez le canyon de Chikola, qui est un affluent de la rivière, dont vous pouvez aussi voir à quoi ressemble ce canyon. Ça peut être sympa. Voilà, en gros, donc, je pense que je vous ai quand même présenté l'essentiel du site. J'aurais dû montrer la carte avant, mais finalement, c'est pas plus bête de le faire après, parce que vous avez déjà vu un peu quels étaient les divers sites. Maintenant, vous comprenez l'organisation du parc, la façon dont il faut penser ses déplacements et toujours avoir donc la voiture pour aller d'une zone à l'autre. Au final, vous aurez fait 120 kilomètres, 130 selon les routes empruntées pour aller donc plus ou moins de Skradin jusqu'à Skradin, par exemple, selon si vous partez de Šibenik, bon, c'est à peu près le temps nécessaire, hein, à inclure en plus donc de tout ce dont on a parlé. Est-ce que vous avez des questions éventuellement pour répondre de façon plus personnalisée encore? N'hésitez pas à activer le son si vous en avez. A priori, pas de questions. Donc, j'espère que maintenant que vous avez écouté ce podcast, vous allez un peu mieux comprendre comment réfléchir et donc vous poser vraiment les questions que j'ai évoquées en début. Donc, le temps que vous acceptez de passer dans ce parc. Si vous avez fait une visite d'une journée, c'est évident que vous n'allez pas enchaîner sur la découverte de la ville de Šibenik, hein, c'est quand même trop. Donc, Šibenik, c'est facile à associer avec la visite du parc. Donc, on peut visiter Šibenik le matin et aller du côté de Kerka, donc après 16 heures, c'est super. Si vous voulez payer plein prix, ça vous regarde. Donc, vous pouvez le faire le matin, la visite du parc. Bah, forcément, les premiers départs, vous allez être assez tranquille, hein. Et donc, vous avez la possibilité de visiter le matin Kerka et de terminer donc la journée du côté de Šibenik. Ça, c'est uniquement pour optimiser quand on vraiment la démarche classique touristique. Si vous avez choisi de faire une visite plus approfondie, vous l'avez compris, même quand on n'est pas très ambitieux, ça prend quand même la journée. Ça va dans les 7-8 heures minimum, hein. Si vous avez envie de vous limiter aux trois, enfin, à l'entrée donc de Skradin ou de Lozovac et que vous voulez intégrer la zone de Roskilde, par exemple, mais pas aller vers Manojlovac parce que ça vous semble trop loin, trop long, trop fastidieux, du coup, vous avez besoin d'environ 6 heures. Donc, c'est à peu près 2 heures, 2h30 ou 3 heures si vous prenez le bateau à Skradin, 30 minutes pour se déplacer du côté de Roskilde.
et ensuite donc on est à peu près à 1h30 pour visiter, Roskilde, la base. Voilà, en gros, à quoi ça va ressembler. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau salon et surtout, vous le savez, voyagez curieux, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez. Bonjour, vous venez sur le salon pour, écouter, Kerka? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? C'est peut-être oui, moi je vous entends. Oui, Est-ce que vous bonjour. m'entendez? Oui, je vous entends. Vous veniez sur le salon pour écouter par rapport à Oui, Kerka? tout à fait. Je viens de terminer à l'instant. D'accord. Ah bah, sinon, je vais l'écouter en. C'est enregistré, de toute façon, je peux retourner sur. Oui, je vais le publier dès qu'il sera D'accord, disponible. Par contre, si vous voulez discuter de votre projet, je peux très bien, continuer puisque je suis là, hein. d'accord. Mais, si ce que je vous propose, c'est que j'arrête l'échange, vous revenez sur le salon et on Mm. débute un nouvel échange. Comme ça, j'arrête juste ce podcast, si c'est bon pour vous. D'accord, d'accord, bah, pas de souci. On fait comme ça. Très bien. Merci. Merci. Bah oui. Attends que je fasse mon petit carnet. Alors, rebonjour. Bon, je sais pas, vous connaissez pas le principe du salon a priori, donc quand on vient comme ça sur les salons thématiques, on peut écouter, poser les questions en direct. C'est fait pour, ou simplement donc écouter pour avoir les infos. Je vais reposter le podcast pour que ceux qui ont pas pu venir, D'accord, l'écoutent. Là, si vous voulez bien, on peut faire un salon personnalisé en fait, que vous me parliez un peu d'accord, de votre projet ou de vos questions seulement sur Carca. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Comme ça, vous récupérerez ce podcast pour écouter ce d'accord. dont on aura parlé et ce que je vous montrer éventuellement, si c'est bon pour vous. Ok. Alors.